Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table du jeudi. Dans la grande table des idées aujourd'hui, l'histoire, une discipline qui n'a cessé d'évoluer. Dans son dernier ouvrage, Confrontation avec l'histoire, il lui adresse une suite de questions pour comprendre comment l'histoire a changé, à quoi sert-elle, qu'est-ce que le temps, les hommes, les idées lui ont fait. Avec nous à partir de 12h55, l'historien François Hartog, auteur donc de Confrontation avec l'histoire qui paraît chez Folio dans la collection Inédit. Mais d'abord, elle a photographié comme personne Carole Bouquet, Isabelle Adjani, Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, Jeanne Moreau, François Sagan ou encore Léonard Cohen. Première femme élue ce mois-ci dans la section photographie de l'Académie des Beaux-Arts, aux côtés de Yann Arthus Bertrand, de Sébastien Salgado et de Jean Gomy. Dominique Issermann est notre invitée, la dernière invitée de cette saison en noir et blanc. Bienvenue à tous. La grande table. Olivia Gesbert. Ce qui m'intéresse, c'est raconter une histoire, si je peux. Et parfois, les événements se précipitent sous vos yeux et c'est tout ce qu'on peut faire. Mais il arrive qu'on ait à mettre en scène une photo. Or, je n'excelle pas dans cet exercice. Je préfère observer. Et ce n'est que plus tard que j'ai été amenée à jouer ce rôle de metteur en scène, à diriger, surtout dans mon travail de portrait. On ouvre cette émission avec la voix de la grande photographe américaine Annie Leibovitz, lauréate cette année du prix de la photographie de l'Académie des Beaux-Arts, William Klein. Académie des Beaux-Arts où notre invitée vient d'entrer, elle vient d'intégrer la section photographie, première femme élue ce mois-ci. Bonjour Dominique Issermann. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Annie Leibovitz, elle nous parle de sa relation à la photographie. Pour vous, c'est un art de l'observation ou de la mise en scène, la photo ? Un petit peu les deux. Enfin, dans mon cas, je mets toujours en scène mes photographies. C'est rare que je me trouve dans une situation de reportage, enfin surtout maintenant. Peut-être au début de ma vie de photographe, j'étais plutôt à vouloir recueillir des moments extraordinaires, ou en tout cas frappants de la vie. Mais maintenant, j'ai toujours l'impression en fait de mettre en scène parce que je vois le cadre de la photo comme une scène de théâtre, un espèce de grand rectangle comme ça, où souvent j'ai commencé par photographier les gens très petits. Et puis après, ils se sont rapprochés, et puis j'ai fait des portraits. Mais en studio, par exemple, c'est frappant parce que c'est vraiment une page blanche. Et il faut occuper tout le studio avec rien, avec ce qu'on a dans les poches, ou ce qu'il y a dans le studio, ou ce qu'on a prévu, ce qu'on a demandé d'avoir à la production. Et il faut tout composer. Il faut mettre quelqu'un à gauche, à droite. Il faut aussi regarder, observer. Dans mon cas, c'était surtout la mode. Et il faut, par exemple, passer 20 minutes à photographier une robe. Et au moment où le mannequin retourne dans la cabine de maquillage, on s'aperçoit que la robe est absolument formidable de dos et qu'on a tout raté. Et dans ce cas, vous faites quoi ? Vous la refaites, on lui la dit photo ? non, c'est pas fini, reviens. Oui, vous abandonnez pas là. Non. Vous laissez pas passer l'occasion. Il faut la refaire jusqu'à ce qu'on ait la bonne photo. C'est intéressant dans la manière dont vous racontez vos photos. Déjà, Dominique Issermann, cet art du cadre, cet art de la composition aussi, la photographie aux Beaux-Arts. Finalement, c'est un art comme les autres ou ça reste pour vous un art à part ? C'est un art qui a grandi avec une nouvelle technique qui n'existait pas avant l'invention de la photographie. Mais bon, alors que la peinture, par exemple, on peut imaginer que depuis les mains négatives dans les grottes, on est toujours avec du moment qu'on a de la couleur, une plante qui lâche du rouge ou du vert. On a l'impression qu'on a toujours pu peindre, même s'il y a eu des pinceaux, de différentes tailles, différentes techniques. Après, le cinéma aussi est un art qui a grandi avec une invention technique, en tout cas qu'on peut appréhender facilement parce qu'on a ce recul à peu près dans cette histoire, alors qu'il y a 5000 ans, du fond de la nuit des temps, comme on dit, je ne sais pas ce qui se passait à part ces fresques qui nous restent, et les sculptures aussi. Quand on voit l'île de Pâques, par exemple, c'est sûr que on a l'impression que c'est un art plus ancien, mais bon... Qu'est-ce qui est plus ancien ? Je ne sais pas. Nous, on est très anciens aussi déjà. Et cette technique, justement, la technique, l'appareil photo, le boîtier, vous avez appris à la maîtriser tout de suite. Elle n'a jamais été une contrainte pour vous ? Non, parce que on ne peut pas rêver autrement qu'avec son appareil photo, enfin, en connaissant les limites. Il y a le format, il y a le film qu'on met dedans. Enfin, plus maintenant, parce que maintenant,
tout est à peu près réglable, c'est-à-dire avec le numérique, on peut choisir ce qu'on choisissait avant de faire la prise de vue, c'est-à-dire un film noir et blanc, couleur, plus ou moins contrasté, alors que maintenant, vous réglez un bouton sur votre appareil numérique et vous obtenez les mêmes effets. Est-ce que j'ai vraiment répondu à votre question? Je suis passée un peu à côté, non? Non, si. Cette maîtrise de la technique, est-ce qu'à un moment, c'est une technique qui vous semble lourde, qui semble vous retarder dans le geste artistique que vous pouvez avoir, ou est-ce qu'elle compte aujourd'hui, elle est intégrée à tout cela et elle ne joue jamais comme un obstacle? J'ai l'impression qu'avant le numérique, je travaillais plus facilement seule, parce qu'on avait des appareils qui n'avait pas besoin qu'on les ouvre, qu'on les recharge, on mettait un film dedans et puis on les avait toujours autour du cou. Alors que maintenant, c'est plus compliqué de faire tous les settings et j'ai besoin de m'entourer, la capture numérique. Voilà, c'est un peu plus... C'est pas plus compliqué, mais ça demande de travailler en équipe, ce qui est différent quand même comme point de vue. Est-ce que vous diriez, Dominique Issermann, que la photographie est aussi un art de résistance, dans le sens où l'entendait Sam Sturze l'an passé pour cette édition 2020 des Rencontres d'Arles qui n'a pas eu lieu, dans l'idée d'une photographie qui, disait-il, se dresse, s'oppose, dénonce, mais aussi réenchante? Oui, c'est une super définition, je trouve, ce que vous venez de citer. Oui, bien sûr, ça se dresse, ça s'érige, ça raconte l'histoire aussi. Si vous prenez, justement, quand vous cadrez, vous excluez une personne du cadre, l'histoire se fait sans cette personne, alors qu'elle était là. Donc il y a aussi, à chaque fois qu'on cadre, à chaque fois qu'un journaliste cadre, on raconte une autre partie de l'histoire. Et puis, c'est quoi la suite de la question? Ah oui, non, la suite de la citation qui est très belle d'ailleurs, je trouve. Se dresse, s'oppose, dénonce, mais aussi Oui, réenchante. s'oppose et dénonce, bien sûr, c'est tous les grands photographes de guerre qui sont intéressés à tous les problèmes humanitaires ou sociaux du globe. Et c'est absolument fabuleux. Comme il y a des images qui ont changé le monde aussi, qui ont arrêté des guerres. On connaît l'image de la petite fille qui court devant les bombardements, le napalm, enfin, dans un état de sidération complet. Tout ça, ça a bouleversé un peu aussi des décisions de politique. Et puis réenchante, bien sûr, parce que à chaque génération, l'écriture devient est différente. Donc, c'est comme un renouveau de désir, de merveilleux, de possibilité de montrer la beauté sur la Terre. A-t-on besoin d'images pour vous aujourd'hui, là, en ce moment, en ce début d'été 2021, après un an de pandémie? Pourquoi? Pour documenter le réel ou pour le réenchanter, justement? Quelles photos vous semblent nécessaires? Alors, documenter le réel, alors par exemple à Paris, pendant la pandémie, on a eu droit à une vision enchanteresse de Paris vide. D'ailleurs, c'est extraordinaire que tout le monde trouve que c'est plus beau quand c'est vide. Donc, c'est un point de vue quand même pas très social. Et puis, À cet instant-là, vous auriez besoin de quelles photos? Non, quelles photos vous sembleraient les nécessaires? images sont... Tout le monde fait des images. Les professionnels de l'image sont 1%, je crois, enfin rien du tout par rapport au nombre de photographes amateurs qui ont, je ne sais pas combien d'appareils photo à la maison. Enfin, c'est des chiffres absolument incroyables. Des téléphones portables, tout simplement. Voilà, avec les téléphones portables. Et ils sont toujours heureux de faire des photos. Par exemple, si je prends l'avion, le voisin me dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Je dis « Je suis photographe. » Hop, ils ouvrent leur portefeuille et ils montrent les photos de leurs enfants. C'est-à-dire qu'il y a une joie à photographier, à garder les souvenirs. Il y a une vraie joie à photographier sa femme au bord de la piscine. Et finalement, c'est le même geste que je fais quand je photographie aussi, quand je fais un portrait. Mais d'ailleurs, ça a commencé comme ça pour vous, hein. Vous avez raconté que la première photo, c'était celle de votre mère dans le jardin qui étendait le linge. Oui, absolument. Je l'ai toujours avec des petits bords crantés, comme ça se faisait à l'époque, tellement joli. Et ma mère était de dos, en train de pendre du linge. Après, ça m'a un peu poursuivi parce que j'ai fait un livre d'une femme dans des draps. Je crois que ces histoires de draps m'ont toujours poursuivi. Et de dos, c'est la deuxième fois que vous évoquez cette image de la femme de dos. Peut-être c'est comme ça que la femme est belle aussi. Parce que de face, parfois, j'ai l'impression que c'est des photos d'identité. Je voudrais pas me rapprocher de la photo de police ou de la photo d'immatriculation.
c'est difficile de faire un portrait mystérieux. Moi, j'aime bien un peu de mystère quand même. Les plus belles photos de Marlène Dietrich sont celles avec une mèche, ou de Marilyn Monroe avec une mèche sur l'œil, et on voit qu'un œil qui sort, et toute la magie de la séduction est là, sans avoir besoin de reconnaître le visage. Mais alors, qu'est-ce que c'est un bon portrait ? Un bon portrait, je crois que c'est d'abord celui où la personne que vous photographiez collabore corps et âme, presque, j'allais dire, collabore avec une bonne volonté immense, et là pour un peu s'être trouvé dans cet état d'hypnose presque. C'est pas vraiment un acte où on apprend quelque chose sur la personne. Je trouve qu'il n'y a pas de recherche, enfin pour ma part en tout cas, connaître mieux la personne, m'engager dans une espèce d'observation psychologique pour comprendre la personne, c'est pas mon truc. Moi, je veux rentrer dans une espèce de chorégraphie ou de moment qui est partagé et qui peut-être va disparaître après, mais pas plus, pas moins non plus. Dominique Isserman, on vous connaît pour vos photos de mode, pour vos portraits justement, et puis pour votre noir et blanc. Alors le noir, certains l'ont breveté, vous avez fait entrer dans le noir des studios une lumière blanche, la lumière Isserman, telle qu'on l'a appelée. Depuis, aujourd'hui, elle est étudiée, elle est reproduite. Comment elle est née, cette lumière Isserman ? Est-ce qu'elle a un acte de naissance ? Alors d'abord, j'aime beaucoup la lumière du jour, et j'aime bien la lumière qui vient d'en haut. Ça doit être une position d'avoir vu toutes les images dans les chocolats Suchard, les images de la Bible, vous voyez, avec le petit nuage et il y a les rayons de lumière qui passent à travers. Et autant je déteste la lumière qui vient du haut dans un appartement ou dans une maison, parce que je trouve ça vraiment froid et ça me plaît pas du tout. Mais dehors, il y a la lumière qui vient du ciel. Et puis dans le studio, la première chose que j'ai fait en studio, c'est mettre la lumière au-dessus, mais en plein au-dessus de la tête, comme une douche. Et c'est comme ça que cette lumière est née. Et puis après, j'avais rencontré une magnifique photographe américaine qui maintenant est décédée, mais qui était une très belle œuvre, qui s'appelait Marie-Hélène Marc, et qui m'a montré ces filtres dont elle se servait, qui faisaient un peu baver les blancs. Et je les ai plus quittés pendant longtemps. Maintenant, je les utilise plus du tout, mais ça a un petit peu fait la spécificité de cette image. Donc vous voyez là, pour répondre à une question d'il y a une demi-heure, la technique, voilà, le fait qu'on écrit avec la technique qu'on a. Et qu'on y trouve sa patte. Oui. Là, les filtres Oui. aussi, en Oui. l'espèce, pour créer cette lumière. Sonia Rykiel, qui est une grande designeuse, qui vous a confié le soin de photographier ses collections en premier et qui vous a mis réellement la main à la mode, avec toutes les maisons de couture qui ont par la suite fait appel à vous, Chanel, Dior, Saint-Laurent et tant d'autres. Elle avait un surnom, la reine du tricot, qui rend peut-être hommage à la matière de ce qu'elle pensait, de ses robes, de ses habits, de ses pulls aussi qu'elle avait dessinés, mais un peu moins à son tempérament. La reine du tricot, pour parler de Sonia Rykiel, c'est toujours étonnant parce qu'elle avait un sacré caractère. On l'écoute. J'aime le noir. Pourquoi ? Parce que c'est la couleur qui cerne, c'est la couleur qui fait vivre les autres couleurs. Le rouge, le bleu, le vert, le jaune, le blanc, ce sont des couleurs magnifiques, mais quand c'est à côté d'un petit peu de noir, d'une touche de noir, d'un spot de noir, c'est sublime, ça emporte, ça élève. Le noir, c'est une couleur très difficile à porter. Quand vous vous habillez de noir, il faut vraiment que vous soyez très, très forte, que vous soyez très maquillée, que vous marchiez d'une manière tout à fait spéciale, que vous soyez sophistiqué, que vous soyez drôle, que vous soyez ironique. Le noir, c'est une couleur qui vous tue, qui vous rend terne, qui vous abat complètement si vous ne savez pas jouer. Le noir, c'est une couleur avec laquelle on joue. Et c'est ça que j'aime dans la mode. Mais je pense qu'on se cache aussi un peu nos Pas du sentiments derrière le noir. Pas du tout. On ne se cache pas derrière le noir. Le noir, c'est une couleur qui cache rien. Au contraire, c'est une couleur qui montre, puisque c'est une couleur qui cerne. C'est une couleur qui simule complètement, qui dessine le corps. Voilà, elle avait une idée bien trempée, Sonia Rykiel, du noir. Vous êtes en partie habillée en noir. Vous l'êtes souvent, d'ailleurs, sur les photos. Depuis que j'ai 14 ans, je suis habillée en noir. Ouais, vous avez choisi le noir. Elle dit que le noir, il faut quand même, il faut l'adopter, il faut jouer avec, il faut pouvoir le détourner, que sinon c'est une culture qui vous tue. Le noir, pour vous, révèle aussi plus qu'il ne cache ? Ah oui, pour moi, ça cache pas du tout le noir. C'est pas du tout. C'est bien sûr, c'est sur le noir qu'on fait apparaître ces failles blanches. D'ailleurs,
Leonard Cohen disait, il y a toujours une faille, et c'est par là que la lumière rentre. Et voilà, ça me semble magnifique comme pensée. Et je me suis aperçue qu'en fait, c'était un peu comme ça dans mes photos aussi. Il y a un crack, comme ça, quelque part, dans la pierre, et la lumière rentre, et c'est vraiment beau. Moi, ça me plaît beaucoup. Cette année, vous l'avez photographié en noir et blanc ou en couleur ? Qu'est-ce qui s'est imposé à vous ? Les dernières photos que vous avez pu prendre ? Les dernières photos, c'était hier. Et c'était en noir et blanc, pour changer. Et c'était qui ou c'était quoi ? C'était pour le magazine Numéro, c'était de la mode. Et c'était en noir et blanc ? Dehors, oui, c'était en noir et blanc. Hommage à Raymond Cochetier cette année aux rencontres de la photographie d'Arles, le photographe de la Nouvelle Vague. Ces photos de Godard, amoureux d'Anna Karina, ou de Belmondo et Jane Sibert, complices sur le tournage d'À bout de souffle. Il a vraiment capté cette jeunesse, ces bonheurs et ce cinéma des années 60. C'était vraiment lui aussi à travers beaucoup d'images qu'il nous en reste. Et c'était aussi dans ce décor de la France et l'Italie que vous, Dominique Issermann, vous faites vos débuts avec Godard sur le tournage de Vent d'Est, puis Marc O. Qu'est-ce que vous avez appris, retenu de ces années-là ? Est-ce que c'était une certaine idée de la liberté ? C'était une idée de la radicalité, surtout. C'est-à-dire de rien compromettre, de poursuivre ses idées jusqu'au bout. Ce qui m'a beaucoup servi après en publicité, par exemple, où je me suis rendu compte que toutes les contraintes, que ce n'était pas des contraintes, toutes les demandes, tous les besoins qui étaient vraiment bien étalés, qu'on comprenne bien là où il y avait des barrières. En fait, en les dépassant, en les poussant, en fait, on arrivait en fait au véritable désir du client, qui en fait n'attendait que ça, qu'on soit plus radical et qu'on dépasse leurs propres demandes. Par exemple, il y avait un individu formidable, je dis un individu, mais un merveilleux metteur en scène, Jean-Marie Straub, qui était là à Rome quand on était avec Jean-Luc Godard et avec Marco et toute cette merveilleuse scène de la vie romaine après 68. Et c'était Jean-Marie Straub et sa femme étaient vraiment d'une radicalité, mais absolument farouche. Et moi, il m'impressionnait tellement. Et ça, c'était une grande leçon, une grande leçon. Je n'ai retiré peut-être ça d'abord. Il y en a qui vous ont fait céder, fléchir parfois dans ces années de pub, de mode. Est-ce que certains vous ont fait perdre le goût justement de cette radicalité ? Perdre le goût, je ne sais pas. Non, je ne crois pas. Non. Le milieu ne vous a pas dévoré ? Le milieu ne m'a pas dévoré. Comment on fait pour y résister ? Mais moi, je ne me suis pas sentie en résistance. Je me suis sentie en accord. Et je crois que, en fait, vous savez, c'est comme un architecte que vous convoquez dans votre salle de bain en disant je ne sais pas comment je vais faire la décoration. Et l'architecte dit la baignoire, alors en plein milieu. Vous vous dites où est-ce que je vais mettre la savonnette. Et en fait, vous poussez l'architecte à mettre la baignoire contre le mur. Mais en fait, c'est lui qui a raison et qui va faire une magnifique salle de bain. Il résiste, vous voyez, il résiste au client, mais ce qui résiste vraiment, il essaye de l'emmener ailleurs. Alors en accord sur quelle valeur ? Sur une certaine manière d'ordonner le monde, sur la beauté, sur... Ça, c'est compliqué parce que pour exprimer la beauté, il faut souvent rendre absolument chaotique la beauté précédente. Il y a une espèce de... pas de destruction, mais de je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais dans la nouvelle, dans une recherche de la beauté ou de l'ordre, il faut d'abord qu'on installe une sorte de désordre toujours. Et puis ensuite, tout se remet en place. Et ça crée, par exemple, sur la mode, c'est incroyable. Par exemple, il y a des modes qui, par exemple, quand les punks sont arrivés, c'est sûr que ça détruisait complètement les vêtements qui précédaient cette arrivée. Mais c'était une destruction qui ensuite est devenue une beauté, une écriture de beauté. France Culture avec notre invité, la photographe Dominique Issermann. C'est la dernière de la saison de cette grande table de l'année. On a plaisir à vous avoir pour partager ce moment avec les auditeurs de France Culture. Et j'ai demandé à Thomas Beau, notre réalisateur, de choisir ce que serait pour lui le tube de l'été. Voilà ce qu'il a répondu. Montre-moi ton point sensible.
Décroche-moi de mes insomnies. Dévoile-moi ton sex appeal. Est-ce pour toi un dilemme? Je n'oserais pas causer d'ennui. Talking about it, thinking about it, thinking about it, all about that love. Keep talking about it, we will be the Lords. On s'attire sans tabou, toi et moi, c'est bien nous. On s'attache, tu vas jamais. On s'attire sans tabou, toi et moi, c'est bien nous. On Voilà, c'est fait, c'est dit, c'est acté. Ce sera le tube de l'été et c'est le choix dans l'actualité musicale de Thomas Beau pour vous en duo avec la rappeuse Lalaïs, le chanteur Malik Djoudi. Point sensible, ce titre est le premier à apparaître de son nouvel album 3 comme le cheval ou la bataille attendu à l'automne. Cet album est conçu après le premier confinement à la Villa Noailles à Hyères. Il sera en concert ce soir dans sa ville natale de Poitiers et ce dimanche 4 juillet dans le cadre de la programmation ZUT comme zone d'urgence temporaire artistique de la Villette à Paris pour l'été, des concerts gratuits. Profitez-en. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Malik Djoudi m'a tendu une perche, Dominique Isserman. Vous avez un point sensible? Offrez-moi du chocolat. Ah, c'est ça? Oui. Là, c'est un point faible, plus que Très sensible. faible. Très, très faible, on l'entend bien. On évoquait juste avant ensemble la beauté, ce qu'est la beauté. Vous racontiez qu'au Portugal, vous étiez là au moment de la révolution des œillets, que vous ne vous sentiez pas totalement à votre place, en tout cas pas comme photographe à l'époque. Je sens qu'au milieu des blessés, je pourrais devenir infirmière, et que seule l'émotion devant la beauté peut me faire devenir photographe. Est-ce que dans les studios de mode, la beauté, vous l'avez trouvée? En somme, est-ce que la beauté, elle peut être aussi artificielle ou est-ce qu'elle n'est pour vous que naturelle? Je ne sais pas vraiment la différence entre naturel et artificiel, mais en tout cas, c'est pas artificiel. Je pense que d'abord, c'est assez universel. Même si les gens viennent de pays différents, de cultures différentes, il y a une espèce de consensus autour des belles choses, autour des beaux paysages, autour des belles femmes. Et il y a un moment d'abandon pour moi dans une belle photo. Par exemple, quelqu'un qui souffre, j'arriverai pas à faire la photo, quoi. J'ai une empathie trop grande. Mais ça ne veut pas dire que je trouve pas ça bien. Je trouve admirable les photographes qui prennent ça en charge, la douleur, la souffrance, et qui nous informent de tout ce malheur, quoi, pour nous aider à réagir et à prendre des positions plus fermes. Mais la beauté, oui, pour moi, c'est ce léger moment de stupeur, d'abandon, où il n'y a plus rien, il n'y a plus de psychologie. Les visages, on ne sait pas s'ils sont heureux, s'ils sont malheureux, à quoi ils pensent. C'est presque comme des madones, en fait. Il y a quelque chose de Bouddha. En fait, oui, j'y pense maintenant. C'est plutôt comme un moment suspendu. Là, par exemple, dans cette photographie de Catherine Deneuve, dans votre objectif pour Madame Figaro, il y a cet abandon? J'en ai fait d'autres plus abandonnées de Catherine Deneuve. Mais on sent ce regard, on ne sait pas vraiment ce qu'elle fixe. Oui, On voilà. ne sait pas vraiment où elle est. Mais elle est Tout à ouais, enrobée dans ses plumes roses aussi, dans ce duvet qui l'accompagne. La beauté, la définition que nous en donnait Paolo Roversi quand il est passé autour de cette grande table, c'était celle d'un mystère, de quelque chose d'assez indéfinissable. Il disait plus on pense, moins on voit. Il faut apprendre aussi à oublier de réfléchir et de raisonner et aiguiser son œil. Il était venu nous parler de son atelier. Vous avez, vous, Dominique Isserman, votre atelier à vous aussi, c'est-à-dire est-ce que vous avez trouvé votre chambre à vous, votre chambre à soi, celle où vous composez mieux qu'ailleurs, qui vous appartient? Eh bien, au début, je photographiais énormément en studio,
Donc j'avais la lumière du studio qui était enfin j'en avais plusieurs, mais enfin c'était souvent la même. On composait dans dans la même lumière. Et puis tout à coup, j'en pouvais plus d'être avec les fenêtres fermées, dans le noir, sans lumière du jour. Et je suis sortie dehors. Et je pense que maintenant je m'accommode de n'importe quel temps, de la pluie, du beau temps, mais on est à l'affût de ce qui, dans les situations les plus antagonistes, les plus hostiles, on trouve de la beauté. Helmut Newton, je ne vais pas me comparer à Helmut Newton, mais était comme ça veut dire, vous l'auriez fait venir dans votre studio, la fille se serait retrouvée couchée sur la table avec des hauts talons, il y aurait eu 3 personnes sous la table, enfin, ça aurait été une mise en scène incroyable et il s'arrangeait avec le réel, voilà, c'est comme vous marchez dans la rue, vous passez devant la boulangerie qui est à côté de chez vous, et puis un jour, vous trouvez ça formidable. Je pourrais ajouter quelque chose dans la belle phrase que vous avez dit, que vous avez citée de Paolo Roversi, qui est un photographe magnifique. Giacometti disait quelque chose aussi dans ce genre, mais que je trouve très très beau. Il disait « Je ne sais ce que je vois qu'en travaillant ». Et voilà, c'était aussi avec l'appareil photo à la main, on commence à comprendre quelque chose du monde. Et c'est une vie de travail que vous avez déjà composée jusqu'ici, vous allez continuer? Ah, c'est une vie de travail, parce que quand je rentre dans la pièce où il y a mes archives ou que je regarde des photos anciennes, la seule chose que je ressens d'abord, en premier sentiment, c'est une grande fatigue. L'envie d'arrêter? Oui, enfin j'ai souvent répété ça, je vais arrêter, mais en fait je crois que j'arrêterai jamais. Et que vous n'exposerez jamais, vous me disiez aussi à l'instant, cette exposition qu'on ne cesse de vous demander et qui n'est toujours pas arrivée. Merci 1000 fois à Merci. vous, Dominique Issermann, d'être venu autour de cette grande table culture. Merci. Merci.